Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify. Alors aujourd'hui, on reçoit Gaël qui va nous parler de son métier qui est biographe. Bonjour Gaël. Bonjour. Je te laisse te présenter. D'accord. Eh bien, je m'appelle Gaëlle, j'ai 42 ans et je fais un métier plutôt singulier. Je suis biographe, passeuse de mémoire. D'accord, Voilà. donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier? Alors, il s'agit en fait de transmettre par écrit l'histoire, les souvenirs, les mémoires des personnes ou de familles parfois. Voilà. D'accord, et tu fais ce métier depuis quand? Ça fait 6 ans. 6 ans que j'exerce en tant que biographe et mon parcours auparavant n'avait rien à voir. Tu faisais quoi avant? J'étais assistante administrative, assistante de direction. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans cette direction? C'est-à-dire que je n'ai pas un parcours littéraire du tout. Et j'ai cru longtemps que ce serait une faiblesse pour mon métier, mais en fait, non, j'en fais un peu une force, un peu une singularité. C'est ma petite touche à moi, mais que ce soit sur le plan universitaire comme en termes de cursus, comme en termes de carrière, pardon, je n'ai rien fait en lien avec le livre, avec le monde du livre. J'ai voulu rapidement être efficace sur le marché du travail. Et donc, bon, je suis très vite rentrée en tant qu'assistante administrative dans différentes entreprises. Ok. Et puis, au bout de quelques années, au même poste, dans la même entreprise, j'ai senti une forme d'ennui. C'est-à-dire que j'ai toujours ressenti le besoin d'être utile au monde. C'est dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Il y a ce besoin de me sentir utile au monde. Alors, D'accord. certes, en remplissant des dossiers, en exécutant les tâches qu'on me demandait, j'étais utile à l'entreprise qui m'employait. Je permettais de gagner des marchés à plusieurs millions d'euros, tout ça. Mais humainement parlant, à un moment donné, il y a eu un gros vide. Il manquait Voilà, un truc ouais, qui il vibrait en manquait. toi. Voilà, vraiment la chose qui me faisait ressentir une vraie présence, une vraie utilité. Voilà, l'humain manquait. Super intéressant. Et donc, de ce fait, je me suis interrogée sur mon avenir en tant qu'assistante administrative et j'ai mené un bilan de compétences avec une personne qui est de Troyes. Je ne sais pas si je peux la citer ou pas, mais Pourquoi pas? voilà, qui s'appelle Odile Ponton et qui est une personne formidable parce qu'elle mène le bilan de compétences vraiment de manière holistique, on va dire. Elle prend D'accord. vraiment la personne dans son entièreté, donc avec ses compétences, ses appétences et avec aussi qui elle est, ce qu'elle vibre. Et il s'avère qu'au fil des exercices qu'on a pu mener, il y a deux choses qui sont ressorties assez fortement, au-delà de mes compétences rédactionnelles, voilà, de mon amour de la langue française, de tout ça. Il y a le fait que quand j'étais enfant, moi j'ai grandi en Haute-Marne dans un petit village, et certes j'ai joué avec les copains évidemment, mais alors ce qui me passionnait par-dessus tout, c'était d'aller observer les anciens du village, simplement mener leur quotidien, hein, voilà, faire leurs petites conserves, faire ceci, faire cela, mais aussi raconter des choses. Alors des fois, ça passe par des anecdotes basiques, mais parler de l'ancien temps. Ces anciens-là me parlaient de leur ancien temps à eux, de l'ancien temps dans le village, Mhm. de l'école d'antan, de lorsqu'ils étaient mômes, le travail au champ. Et alors ça me régalait. Et vraiment, j'ai gardé ça au fond de moi. Mais je crois que ça m'a vraiment suivie depuis que je suis petite. Et en parallèle, je suis issue d'une famille qui ne racontait rien, en fait. Il n'y a pas vraiment de lien familial et surtout, il n'y a aucune transmission familiale, ni de l'histoire, ni de quoi que ce soit. Et je sais le manque que ça peut générer chez les gens. Et donc, moi, je m'attache au quotidien à soulager un maximum de personnes de ce manque, de ces non-dits, de ces secrets ou simplement d'informations qui pourraient manquer dans le maillon familial. Je vais prendre un exemple tout simple. Voilà, une famille qui est installée depuis 3 générations dans l'Aube. Ouais, mais comment ça se fait que l'arrière-grand-père était breton? Qu'est-ce qui a fait que l'arrière-grand-père n'est plus là? Et l'info, on l'aura jamais. Et ben voilà, moi je veux permettre la transmission d'informations avant qu'il soit trop tard, avant que les personnes ne soient plus là. Je comprends. Et du coup, tu devais adorer l'histoire à l'école. Ouais, Ça devait j'aimais être... ça. Alors, disons que j'ai toujours été attirée par les matières plus littéraires, ça c'est vrai. J'étais une élève moyenne, hein. Je n'excellais pas forcément, mais oui, effectivement. Après, euh, aujourd'hui en tant qu'adulte, je me rends compte que j'aurais préféré, pendant les cours d'histoire, qu'on nous raconte la vie des petites gens, la vie du quotidien. Et ça vient en résonance avec justement ma façon de voir mon métier aujourd'hui. Quand les personnes me disent, bon, vous savez, moi j'ai mené une vie banale, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Ma vie a été des plus ordinaires.
mais en fait, c'est la vie de ces gens, la vie ordinaire qui contribue à l'histoire. Et c'est chouette d'apprendre les dates, les grands événements de l'histoire de notre pays, d'un continent, du monde, mais au final, sans les petites gens, entre guillemets, l'histoire ne serait pas ce qu'elle est. C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est bien dit, c'est bien dit. Et comment tu choisis les personnes dont tu racontes l'histoire? Alors, je ne les choisis pas. En premier lieu, c'est eux qui viennent au-devant de moi. Alors, très simplement, soit par le bouche à oreille, soit par diverses communications que j'ai pu faire. On échange. Par contre, effectivement, tu fais bien de poser ce genre de questions parce que j'ai vraiment pour habitude de dire qu'à compétences égales, le contact passera ou non avec le biographe qu'on a en face. Entamer une démarche biographique, c'est quand même pas anodin. On va livrer vraiment son intimité, hein. On va parler de sa vie. Parfois, on va aller un petit peu dans des sujets qui peuvent être un peu dérangeants. Et pour ça, il faut être pleinement à l'aise avec la personne. Il faut être en totale confiance. Et si le feeling ne passe pas dès le départ, c'est cuit. C'est du temps perdu, de l'énergie perdue, de l'argent perdu. Et c'est dommage, parce que c'est le genre de choses qu'on ne recommence pas 2 fois. Donc, c'est pour ça que, globalement, c'est une pratique qui se fait dans toute la profession. Logiquement, après le petit échange téléphonique qu'on peut avoir, il y a un premier entretien qui est entièrement gratuit, mais qui vise tant à poser les jalons du projet que la personne a, qu'à vraiment, l'un comme l'autre, prendre la mesure de notre confiance mutuelle. Parce que ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre aussi. Je peux très bien me sentir mal à l'aise avec une histoire, une personne, une famille. C'est déjà arrivé ? Alors non, ce n'est pas encore arrivé. Par contre, j'ai été confrontée, non, mais je redoutais quelque chose et ça y est, j'ai surmonté cette étape. Au début de mon exercice, je redoutais de devoir mener la biographie de quelqu'un qui ne partageait pas mes valeurs humaines, mes valeurs politiques, entre guillemets, enfin voilà, mes idées en tout cas globales, ou qui avait des pratiques qui me dérangeaient. Et ça y est, j'ai rédigé la biographie complète de ce monsieur qui finalement a mené toute sa carrière dans quelque chose qui me perturbe un peu au quotidien, c'est-à-dire que je ne suis pas écolo, mais j'ai en tout cas une fibre verte. Et quand on me parle de pesticides, de biocides, ça grince à l'intérieur de moi. Ce monsieur, oui, mais il a débuté sa carrière dans les années 50, 60, c'était les tout débuts. Et en fait, quand il vous raconte sa vie, il vous raconte son métier. Il a adoré ce qu'il a fait. Il a parlé essentiellement de sa vie professionnelle. Toute sa vie a tourné autour de ce qu'il a fait et il a adoré ça. Et au final, j'ai réussi, moi qui, encore une fois, ai les poils tout debout dès qu'on commence à me parler de produits jaunes, de produits verts, de machin. Je l'ai fait. Et ce monsieur me remercie, il m'a embrassé quand je lui ai apporté le livre. Et il était vraiment heureux. À chaque fois que je le voyais, il était heureux qu'on puisse échanger. Et voilà. C'est beau. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme grande différence entre écrire sur une personne qui est vivante et une personne qui est décédée ? Alors, ça ne m'est pas encore arrivé. Je dirais simplement que le jour où ce genre de demande arrivera, ça m'est arrivé, mais en tout cas pas sur tout un livre. On m'a pas commandé un livre pour parler de mamie qui est décédée il y a 5 ans. C'est pas arrivé. Néanmoins, actuellement, je travaille sur un projet de biographie familiale. C'est-à-dire que je rencontre des cousins d'une même branche qui vont tour à tour m'évoquer leurs souvenirs d'enfants, mais les souvenirs qu'ils ont avec leurs grands-parents. Ils ont en commun leurs grands-parents. Et l'idée, c'est d'évoquer effectivement ces grands-parents à travers leur regard d'enfants ou de jeunes adultes qu'ils ont pu être. Alors, finalement, oui, ça m'arrive, mais j'avoue que la difficulté se présente dans le fait que, en fait, ma force... Non, c'est pas ma force, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, le talent que... J'aime pas, hein. Il y a des mots qui sont... Mais ce qu'on reconnaît, ce qu'on dénote chez moi à chaque fois que je livre une biographie, c'est ma capacité à retranscrire de manière authentique et fidèle le récit, mais les émotions de la personne qui vont avec. C'est-à-dire que, et c'est vraiment ce à quoi je m'attache, je veux absolument que lorsque les enfants, les petits-enfants ou un public plus large, parce que ça peut arriver, ouvrent le livre et lisent ce qui est écrit, on ne voit strictement pas l'intervention d'une tierce personne, mais qu'on ait vraiment le sentiment que le narrateur est en train de le raconter, de le dire. Tu parles à la première personne du singulier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, complètement. Je parle à la première personne du singulier, donc c'est vraiment la personne qui raconte sa vie. Et finalement, mon intervention doit être totalement invisible, transparente, enfin voilà. Très bien.
Comment tu t'y prends pour écrire? Est-ce que tu fais beaucoup d'entretiens, des recherches? Alors, on dit communément que, pour raconter une vie complète, il faut mener entre 10 et 12 heures d'entretien. Voilà, ça c'est pour une vie complète d'un senior, on va dire, hein, voilà. Il faut mener, ouais, 10 à 12 heures d'entretien. Il faut savoir qu'1 heure d'entretien derrière, c'est 6 à 7 heures de travail d'écriture, de transcription, d'écriture, de correction. Hem, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Est-ce que tu fais des recherches? Alors ça peut m'arriver, effectivement, parfois, soit pour, confirmer des dates. Alors, à titre amateur, je fais un peu de généalogie, mais vraiment à titre amateur. Donc, oui, enfin voilà, j'ai une facilité à aller fouiller un petit peu dans les actes d'état civil, tout ça. Voilà, je peux aussi aller faire des recherches sur le plan géographique. Parfois, on va me parler d'un nom de commune qui n'existe plus, qui a éventuellement fusionné, ou Mmh. voilà. Et puis, j'aime bien aussi, quand on me parle de communes que je ne connais pas du tout, dans des régions qui ne sont pas les miennes, bah, j'aime bien effectivement aller m'imprégner un Mmh. petit peu, voilà, de la topographie du village, voilà, et me projeter un petit peu quand on me raconte que dans mon village, il y avait une boucherie en haut de la côte et ceci. Je ne connais pas cette côte, donc j'aime bien, voilà, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, un petit coup de Google Maps ou quelque chose comme ça, ou parfois des archives. Quand je tombe sur des cartes postales anciennes du village, Ouais, c'est du bonheur, mais voilà. je comprends. Ouais. Est-ce que les personnes, quand tu fais une biographie, si, Une c'est biographie. bien comme ça qu'on dit, se sentent impliquées dans ce que tu fais? Est-ce que tu leur fais relire des passages au fur et à mesure ou tu livres le livre à la fin? Alors, impliqué, c'est même mieux que ça. C'est que c'est vraiment un travail de collaboration. C'est pas, enfin, même si la personne a le sentiment de se contenter de me raconter, c'est vraiment un travail qu'on mène ensemble. Donc, il n'y a pas d'une part le narrateur et de l'autre le biographe qui gratte dans son coin. Vraiment, c'est un travail commun. Alors, concernant ma façon de procéder, au début de ma pratique, effectivement, j'envoyais le rendu entre chaque entretien. À savoir que je laissais un battement de minimum 15 jours entre deux entretiens. Parce qu'il faut savoir que mener un projet biographique, parfois dans l'esprit des gens, ça peut paraître clair. La personne va se dire, bon, je vais parler de mon enfance, la scolarité, tac, tac, tac. Oui, seulement, il y a ces tiroirs qu'on a prévu d'ouvrir, puis il y a ceux qui sont juste coincés en dessous, là, qu'on avait un petit peu oubliés, et qui grincent un petit peu, ils sont un peu dérangeants. Et ça peut effectivement faire remonter des émotions, des souvenirs, des choses qui viennent un peu gratter le cœur. Donc j'aime bien laisser un peu de temps entre deux entretiens pour que les gens digèrent ce qui est remonté et éventuellement en fassent leur deuil, en tout cas s'en libèrent. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi que je voulais évoquer, c'est que mener un tel projet, ça peut revêtir des tonnes d'objectifs, mais il y en a un qui est toujours sous-jacent, c'est le fait de... On n'a pas le droit d'utiliser l'aspect médical ou bien-être. Mmh. Il n'empêche que chaque personne qui a mené un tel projet, à l'issue, se sent à la fois accompli parce qu'il a fait un bilan sur sa vie et il se dit « Ah ouais, quand même, Il y a une forme ah, d'approche thérapeutique, on est sur une forme d'approche thérapeutique. On n'est pas sur de la psychanalyse non plus, il ne faut pas exagérer, mais voilà, d'introspection. d'introspection, un point global sur soi, sans, comment dire, sans non-dit, sans tout ça, on se révèle pleinement et à la fois on se débarrasse aussi des vieux dossiers, des choses qui nous pesaient. Ça peut arriver aussi tout au long des entretiens, il peut y avoir des sujets qui vont être abordés que la personne n'aura jamais osé aborder auprès de ses enfants, de ses petits-enfants. Et puis, après relecture, le narrateur va me dire « Bon, écoutez, non, ça, finalement, on va le retirer. » Les personnes s'autocensurent, alors il faut trouver un juste milieu entre l'autocensure justifiée et celle qui viendrait, comment dire, supprimer un élément qui serait essentiel à la compréhension du cheminement de la personne. Bien sûr. Mais effectivement, je suis toujours à l'écoute de la demande du narrateur qui va me dire non, là j'ai peur de blesser, là voilà, c'est vraiment pas le but. D'ailleurs, nous, d'un point de vue, je ne trouve plus les mots. Éthique? Non, Éthique, merci. j'étais pas sûr. Ouais, c'est ça. D'un point de vue éthique, effectivement, on se doit aussi d'être vigilant à ça. Pas de diffamation, pas de règlement de compte et pas de choses qui pourraient vraiment blesser quelque lecteur que ce soit. Mhm. Voilà. Intéressant. Et du coup, de ce que tu me disais, j'étais en train de faire les calculs, on est à peu près sur une centaine d'heures pour Ouais. faire une biographie. C'est ça. Ça représente une centaine d'heures, ouais. Ok, oui, donc c'est beaucoup de temps Ouais. de ton côté aussi. Ouais. Beaucoup de ton côté.
Tu arrives à garder une certaine distance et où tu te laisses parfois emporter émotionnellement? Ça dépend. C'est-à-dire que lorsque il faut comprendre que lorsque je recueille donc l'histoire d'une personne, comme je te l'expliquais tout à l'heure, non seulement j'absorbe les faits, le récit, mais les émotions. Une fois que je vais rentrer chez moi et que je me mette à retranscrire, je ne suis plus Gaëlle, je suis le narrateur, pleinement. Et donc, globalement, j'ai toujours 5 à 7 dossiers en cours en même temps. C'est-à-dire qu'en permanence, j'ai 5 à 7 histoires individuelles ou familiales qui m'habitent, qui sont là, voilà, avec moi. Alors, globalement, j'arrive à garder le recul nécessaire et à me préserver de choses qui peuvent être lourdes, parce que parfois on me raconte des choses quand même assez difficiles, un passé lourd. Et parfois, effectivement, je suis quelqu'un d'hypersensible, hein, donc voilà, Ok. c'est un sacré boulot de, de se préserver de ces émotions qui pourraient déborder. Non, là où j'ai tendance à laisser un peu libre cours à mon émotion, c'est surtout après la livraison. C'est au moment de la livraison parce que je sens le soulagement de la personne, je sens sa fierté d'avoir mené ce projet jusqu'au bout, je sens son impatience à voir ses enfants, ses petits-enfants le lire et surtout lui faire un retour. Et puis, je vais prendre le cas d'une de mes clientes qui, depuis, est partie et à laquelle je me suis fort attachée. Ça aussi, c'est là où j'ai un peu plus de mal, c'est ça, c'est que je m'attache quand même beaucoup aux personnes que j'ai pu rencontrer et dont j'ai pu raconter la vie parce qu'il y a quand même un lien qui se Mais je pense crée. que c'est nécessaire aussi. Ouais, Si tu veux arriver à raconter la vie, il faut ouais. comprendre, il faut avoir beaucoup d'empathie. Ça fait vraiment partie de... Donc effectivement, il y a une cliente en particulier à laquelle je pense, qui pendant des années a perdu contact avec son fils. Et au moment où elle m'a contactée, elle savait qu'elle était en phase terminale, elle savait qu'elle allait partir. Elle m'a dit, Gaëlle, c'est pas dur, vous vous débrouillez comme vous voulez. Nous sommes au mois de novembre, mon anniversaire est au mois de juin, je veux mon livre pour le 13 juin. À vos ordres. Et on a mené le projet. Et je sais que son fils était réticent à ce projet. Il venait juste de reprendre contact. Elle lui en avait parlé. Il n'était pas tout à fait... voilà. Et le jour où je suis allée lui livrer ses livres, parce que j'aime aller livrer directement chez mon client et célébrer la fin de ce projet Mhm. ensemble, parce que on est au-delà d'une relation Oui, client-prestataire. Il y a vraiment un lien qui s'est les forgé. personnes se sont confiées à toi de toute Voilà, leur vie, donc donc je sais qu'on forcément. garde contact toujours après. Et donc le jour où je suis allée livrer cette cliente, son téléphone a vibré, puis oh, encore un truc qui sonne. Et puis finalement elle regarde, oh, j'ai un SMS de mon fils, je regarderai après. Puis finalement elle a pris le téléphone, et là elle me l'a lu. Et elle me dit, bah voilà, il m'a marqué, maman, je viens de terminer de lire ton livre, tu peux être fière de toi, je t'aime maman. Bah celle des deux qui a le plus pleuré, c'est Gaëlle. Ouais, c'est beau. Voilà, ouais. C'est beau. Mm. Ouais, c'est trop beau. Est-ce qu'il t'arrive que les personnes ne veulent pas aborder un sujet en particulier, des secrets de famille, des choses, des non-dits, et qui veulent pas... Ça se passe comment? Alors pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Peut-être que les personnes ont esquivé la chose facilement. Je pense qu'il y a Ouais, toujours des secrets de famille, des ouais. choses où... Je pense qu'il n'y a pas une seule famille qui ait libéré ce Oui, genre de choses. Il y a des secrets, voilà, d'une manière ou d'une autre. les gens racontent l'histoire de leur point de vue. Malgré tout, Avec tu leur prisme retranscris à eux. avec leur prisme Ouais. et tu peux pas tout décortiquer. Mais non, parce que autant effectivement, quand on fait partie d'une famille, on se doute des fois que tonton Roland, bon, ah, on sait bien. Bon. Ouais, Voilà. Par contre, là, c'est une famille que je ne connais pas du tout, dans laquelle j'arrive vraiment de manière neuve, avec un regard extérieur, ce qui permet aussi parfois de libérer la parole, parce que des fois, ça la libère un peu plus qu'avec les proches, mais il n'empêche que je peux pas aller creuser là où je me doute évidemment. que ça fait mal. Mais non, parce que là... Mais je peux percevoir des fois des choses et essayer de tâtonner un peu sur Là, ton un travail, terrain. c'est Mais... d'arriver à tirer les verres du nez, C'est quoi, ça, grossièrement. mais pas trop non plus, Non. parce qu'effectivement, le but est effectivement que le livre ressemble à ce que la personne souhaitait et ne pas... L'idée, c'est pas on n'est pas dans de l'inquisition, on n'est pas dans de l'enquête. Voilà. Les gens se mettent déjà à nu d'eux-mêmes en me racontant leur vie, donc c'est pas la peine d'aller creuser de trop, et voilà. Mais encore une fois, il est arrivé que les personnes se livrent, et puis après coup, reviennent un peu en arrière en disant non, allez. C'est ma prochaine question, savoir si les personnes veulent couper ou modifier les passages. Ouais, ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive, ouais. Intéressant. Est-ce que tu trouves facilement l'équilibre entre la vérité de leur parcours et l'image qu'ils veulent renvoyer, justement? Alors, chez la plupart d'entre eux,
Ouais, on est vraiment sur quelque chose d'authentique. Ouais, vraiment. Chez certains, je sens qu'il y a un besoin. Alors, c'est pas de redorer leur blason, c'est pas de se faire flatter l'ego, mais on aime bien quand même montrer ce qu'on a réussi en priorité par rapport à ses échecs. C'est vrai. Ok, Et voilà, mais non, souvent les gens se livrent quand même tels qu'ils sont. Vraiment, ouais, intéressant. j'ai pas vraiment de gens qui essayent de biaiser et de. Il n'y a pas de gens non plus qui me contactent pour établir une vérité à leur sauce, histoire de. Il n'y a pas Ouais, ça, non. Enfin, pour le moment, pour l'instant. ouais. Ça arrivera peut-être. Ne jamais dire jamais, c'est sûr. Est-ce que tu t'autorises parfois à arranger un peu les choses ou tu restes très factuel? Non, il y a des moments où effectivement je suggère on va dire le fait d'arrondir un peu les angles sur certains points, justement pour éviter ce que je t'évoquais tout à l'heure, le fait que ça puisse blesser par exemple le descendant, enfin une cliente qui va me parler de sa sœur avec qui elle s'est jamais vraiment entendue. Bon, sa sœur, elle sait que sa sœur ne lira pas le livre, mais sa sœur elle a des enfants, des petits-enfants, on va Hmm. y songer. Peut-être qu'un jour le livre tombera dans leurs mains. C'est pas forcément une bonne chose non plus que de dénigrer une personne et de blesser ses descendants. Donc Ouais. voilà, parfois voilà, j'interviens un peu dans ce sens-là. On en reparle, on en discute, et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes sur des zones d'ombre ou des choses un petit peu sensibles? Alors, c'est très souvent que je tombe sur des sujets sensibles. Un mari décédé très jeune, une maladie, un enfant décédé. Donc, on est sur des sujets effectivement qui sont très souvent assez sensibles. Je laisse la personne s'exprimer et je l'encourage justement à lâcher le maximum d'émotions et de faits, parce que là encore, un deuil, un événement traumatique, au sein de la famille, on va peut-être pas oser en parler parce que de toute façon, tout le monde a été concerné par ça. Et puis on n'a peut-être pas envie de remettre, pas de l'huile sur le feu, mais en tout cas, on n'a peut-être pas envie de ressortir ce tiroir. C'est passé, le deuil est fait. En tout cas, au sein de la famille, on veut essayer de garder une forme de fierté. Là, je suis quelqu'un d'extérieur. Et la personne sait très bien qu'il n'y aura aucun impact, en tout cas ses propos n'auront aucun impact sur sa vie de famille. Hmm. Du moment où j'aurai passé la porte, c'est fini. Donc, je les encourage justement à parler et voilà. Et après, on fait le tri ensemble, effectivement, de ce qu'on garde ou pas. Ok, Voilà. donc écoute active. Oui, c'est ça, tout le temps. Et c'est quelque chose d'assez épuisant en soi, parce que effectivement, il faut à la fois que je garde ma trame, ce que j'ai pu définir au début du projet, selon les objectifs, l'intention, le message du client, mais voilà, on reste sur de l'humain. Ouais. Donc, le premier entretien va se passer d'une façon, puis peut-être qu'au deuxième ou troisième entretien, le narrateur va se sentir tellement en confiance qu'il va avoir besoin de partir sur quelque chose de beaucoup moins formel, hein, beaucoup Ouais. moins standardisé. Et il faut laisser faire. Donc, il faut à la fois avoir une S'adapter. capacité d'adaptation et une écoute active. Ouais, Ouais. je vois. Mm. C'est quoi ton souvenir le plus fort ou le plus inattendu que tu as eu? Avec mes clients, je crois que c'est celui que je t'ai raconté. Ouais, je me doutais. Vraiment, vraiment. Oui, et je pense que ça devait être extrêmement émouvant. Ouais. Je vais aller au-delà de ça. Cette cliente, Claudie, donc ça, je lui ai livré donc pour son anniversaire. Son anniversaire était le 13 juin, je lui ai apporté le 9 juin. Au mois de juillet, elle a rencontré quelques soucis de santé et elle s'est faite hospitaliser. Et elle savait de toute façon que la leucémie était en train de gagner la bataille. Et pendant le recueil de son histoire, elle m'a évoqué le passé de son papa qui était résistant. Donc j'ai découvert grâce à elle un épisode historique qui s'est déroulé à Langres, que j'ignorais complètement, autour d'une poudrière que les résistants ont fait sauter à l'approche des Allemands. Et donc son papa était au courant, donc son papa a mis en sécurité sa maman et Claudie qui était vraiment bébé à ce moment-là. Donc elle m'avait raconté ça. Le 11 septembre 2023, le journal local, donc le JHM, publie un article sur la poudrière. Et j'ai fait un petit SMS donc à Claudie, que je savais hospitalisée, en disant je pense à vous, je pense à votre papa. Je lui ai envoyé le SMS, je crois à 13h, 13h30. Elle est décédée 30 minutes plus tard. Wow. Ouais. Voilà. Wow. Mm. Bon, je sais pas comment Je rebondir. sais pas. Je te l'ai géré. C'est pas facile. Mais Non, ouais. ça Non, va. mais ça a été. Enfin, il y a eu une vraie connexion. Ça, c'était. Ouais, Enfin, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu vraiment des choses Ouais. très fortes ok. avec elle. Voilà. Est-ce que tu as eu des gros désaccords avec des personnes sur leur propre histoire? Alors, pas sur leur propre histoire, et pas
foncièrement un désaccord, mais je suis encore en plein dedans. Et s'il regarde cette interview, il se reconnaîtra. C'est un client auquel je suis fort attachée aussi parce qu'il m'impressionne par son parcours et par le charisme qu'il a. Et un homme formidable vraiment sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur tout ce qu'on veut. C'est un homme complet. Mais c'est la première fois que la qualité que je mettais en avant tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le livre, je fais en sorte qu'il garde cette authenticité qui permet d'entendre la personne parler. Mhm. Mais cet homme, en fait, me reproche un petit peu ça, finalement. Il avait vraiment une attente extrêmement littéraire, extrêmement... voilà. Donc, c'est pas un désaccord, c'est que la forme, finalement, ne lui convient pas. D'accord, je vois. Voilà. Mais en tout cas, c'est plus, sur la forme. C'est un érudit. Donc, quelqu'un qui lit énormément et qui, évidemment, a une exigence littéraire que j'avais perçue au début du travail, mais que j'avais sous-estimée, finalement. Ouais. Et effectivement, qui a une exigence nettement au-delà de ce que je fais Ouais, je habituellement. comprends. Donc, encore une fois, ce que 99% de mes clients adorent dans mon travail, ben lui, ça l'a un peu perturbé. Au contraire, Ouais, il voulait quelque chose une de attente bien plus différente. littéraire, bien plus... Ouais. Voilà, tout Après, simplement. ça s'entend, je Ouais. comprends, ouais. Après, c'est pas tant quant à son histoire à lui, c'est vraiment sur la forme. Ouais, d'accord, sur Ouais. la façon d'écrire, en C'est soi. ça, c'est ça. Mais jusque-là, non, il n'y a pas eu de... On m'a jamais demandé de remanier l'histoire pour Ouais. l'embellir Ouais, bien ou quoi sûr. que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que tu espères transmettre à travers tes biographies? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que mon intention première, c'est que la personne, justement, fasse ce bilan de sa vie, fasse le point et se rende compte à quel point sa vie était riche. Riche de positifs comme de moins positifs, évidemment. La seconde, évidemment, c'est ce pont entre les générations. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, non seulement pour l'aspect familial, avec effectivement des informations qui ne seraient pas passées, c'est ce que j'explique, hein, peut-être que de nos jours, c'est assez rare. Moi, je n'ai jamais connu ça, mais il y a encore des familles qui ont la chance de se dire tous les dimanches midi, on mange tous ensemble. Je n'ai jamais connu ça, mais ça existe encore. Mais quand bien même ils auraient ce fameux repas du dimanche, tous autour de la table, toute la famille réunie, il y a des sujets qu'on n'aborde jamais. C'est vrai. Donc, je souhaite que le livre, le livre devienne l'objet qu'on puisse ouvrir tranquillement dans son coin pour recevoir une information, l'absorber, la digérer et l'accepter. Parce que cette même information autour de la table le dimanche aurait pu être reçue un petit peu de manière brutale. C'est plus neutre. Et pas, voilà, là c'est plus neutre, on peut prendre le temps qu'on veut pour... voilà. Donc il y a ce côté-là. Et puis, on va dire l'intention basique, mais vraiment qui me paraît importante, c'est laisser une trace pour les générations à venir. Ça, c'est clair. Ouais, c'est beau. Voilà. Et d'autant que, voilà, on est de la même génération. La génération de nos grands-parents a vu une évolution fulgurante entre ce qu'ils ont connu, eux, enfants, et nous, et la génération de nos enfants actuels. Je pense que les petits d'aujourd'hui, quand ils vont découvrir que il n'y avait pas de douche, voilà, il n'y avait pas de toilette, on se lavait dans une bassine sur la pierre à eau, et puis ils sont des millénaires de savoir ça, ces enfants-là. Et ceux qui suivront encore moins. Donc ça, je trouve que finalement, ça a un rôle dans l'histoire tout court, dans l'évolution de l'humanité, ouais. C'est trop intéressant. Et tu sais que moi, avant de lancer cette chaîne, pour me chauffer, entre guillemets, j'ai interviewé mon grand-père maternel et mes grands-parents paternels. Parce que justement, je voulais, un petit peu dans le même principe que toi, pouvoir avoir quelque chose qui reste, parce que je trouve que c'est important. Et enfin voilà, du coup, je trouvais ça intéressant. T'as bien fait. Il faut préserver ça. Ouais, et puis j'ai envie d'en refaire. Je trouve mais ça cool. n'hésite surtout pas, il faut le faire. Et puis je fais partie. Je filme tout le temps mes grands-parents. Ça, c'est top. J'encourage justement, mais même les gens que je rencontre et qui me disent oh oui, mais non. Mais enfin, c'est tout simple. On a tous des smartphones. Clairement, on peut soit filmer, soit enregistrer vocalement. Mais il faut garder une trace de nos grands-parents. Ils ont des choses à nous raconter. Bien sûr. Y a-t-il quelqu'un à qui tu rêves de faire une biographie? Alors, pas de personnalité connue. Non. Justement. Alors, je ne dis pas que si un jour l'occasion se présentait, je n'étudierais pas le projet. Mais encore une fois, je suis vraiment attirée par le commun des mortels, en fait. Je veux vraiment mettre en avant des parcours communs, mais qui ne le sont pas, parce qu'en fait, on a tous un parcours singulier. Donc, pas de personnalité connue. Maintenant,
Moi, ce qui m'importe, c'est effectivement des gens qui ont envie de transmettre une philosophie de vie, beaucoup de résilience, des choses comme ça. Mais j'ai pas une personne précise. Non, Voilà. mais Évidemment, c'est très j'aimerais bien. interroger mes aïeux, mais voilà, tout le monde est déjà parti vers un autre monde. J'aurais des milliards de questions à leur poser, du coup, je les pose à mes Ouais, clients. Ouais. intéressant. Est-ce que tu te verrais décliner tes biographies autrement, en podcast, en docu ou autre? Ouais, j'y ai déjà beaucoup pensé. Alors, décliner la biographie en elle-même en podcast, peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, faire un podcast autour de la biographie, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Maintenant, c'est beaucoup de travail, voilà, beaucoup de choses à mettre en place. Tu en sais quelque chose, voilà, quand tu lances une nouveauté, une chaîne, quelque chose, ça demande de la régularité, ça demande du boulot. Donc, pour l'instant, je n'en suis pas capable. J'ai besoin de me concentrer sur mes dossiers clients, mais peut-être que ça viendra. Ok. Voilà. Et toi, si un jour quelqu'un écrivait ta biographie, en quelques mots, qu'est-ce que tu aurais envie qu'on raconte de toi? Euh, Ce que j'aimerais, alors, j'écris mon autobiographie, mais ça Ok. fait 15 fois que je la Ok. recommence. Ah, Et d'ailleurs, je pense que je vais garder ce format de la reprendre en plusieurs fois pour la décliner. Enfin, voilà. Euh, j'ai mené une enfance assez particulière. J'ai un parcours assez singulier. Et ce que j'aimerais qu'on puisse retenir de ma biographie, c'est effectivement le fait que du moment qu'on a envie d'avancer, c'est possible. ok. On est complètement capable. Qu'importe la teneur des cartes au moment de la distribution des cartes, si on a envie de jouer, on joue. Ok. Voilà. Faut croire Ouais, en soi. ouais, Ok. vraiment. Et bah, Enfin, il faut croire en soi. Je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en moi. ok. Par contre, je crois en la possibilité de mener des choses et de mener une vie, voilà, avec des échecs. D'oser. Ouais, c'est ça. Oser, Ok. simplement. Mm. Alors, c'est super, on va arriver sur la fin de cette interview. Ok. Et j'ai une question qui est en correspondance avec ce que tu viens de me dire. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui a un rêve, Mhm. qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Une personne qui a un rêve, déjà, et d'une, ne pas écouter, enfin, peut-être déjà le garder longtemps en elle, ce rêve. Le mûrir seul, sans trop en parler autour d'elle. Parce que il y aura toujours des détracteurs, toujours des personnes qui viendront saboter le projet avant même qu'il ait le temps de germer. Alors, non, effectivement, il faut nourrir déjà le projet en soi, le rêve en soi, poser des petites pierres les unes après les autres. Et une fois qu'on commence à être sur le chemin, à mettre un pied sur le chemin, éventuellement commencer à en parler. En tout cas, ne jamais lâcher l'idée que c'est possible. Et comme le dit la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est vrai. Bah, parfait. On arrive sur la fin de l'interview pour le coup. Est-ce que tu as des choses à rajouter, quelque chose que tu voulais dire? Alors, à force de rencontrer des personnes et d'évoquer mon métier, j'ai réalisé qu'effectivement, la biographie était quelque chose qui pouvait tenter beaucoup de monde, mais qui pouvait aussi rencontrer certains freins, soit par son aspect financier, soit par le fait de se livrer à quelqu'un d'extérieur. De ce fait, j'ai voulu créer un format un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai créé un programme en ligne pour guider chaque personne qui a envie d'écrire son autobiographie et qui a juste besoin de cadre pour pouvoir mener ce projet à bien. À côté, je propose du coaching pour pouvoir avancer. Ok. Mais voilà, ça permet de rendre ce projet accessible à ceux qui financièrement se sentaient bloqués, mais aussi à ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise à l'idée de raconter leur Qui vie. peuvent être réticents. Ouais, Ok. voilà. Parce que Intéressant. vraiment, comment dire, ma grande difficulté, c'est de me dire que des gens se privent de cette possibilité de se raconter. Ça, c'est quelque chose qui me gêne au quotidien. Je me dis que ça doit être accessible au plus grand nombre. Ouais. Et voilà Ok. pourquoi j'ai créé Donc, tu essayes de rendre accessible la C'est ça. biographie. Exactement. L'autobiographie, pour le coup. L'autobiographie et puis la biographie, voilà, d'une autre façon. Super. Voilà, Bah, merci à toi. je t'en prie, merci de m'avoir reçu. Bah, également, c'est ce que j'allais dire. Ouais, merci d'être venu, d'avoir pris le temps de raconter ton métier, Merci. que je connaissais pas du tout, pour le Ouais. coup. Mhm. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire un petit peu ma vie. J'ai écrit quelques Super. pages. Et je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est Génial. vraiment difficile à cadrer. Oui. Donc, si un jour l'envie me prend N'hésite pas. d'aller plus loin dans ce projet, je penserai à toi, bien Avec entendu. plaisir, avec plaisir. Voilà. Merci Aurélien.
Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à ce métier ou à d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.